la prolongation du périple du nouveau président de la République du Bénin, Kossi Mboueke Romualdo Ouadani, vers ses homologues du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Mali. Bien sûr, on pourrait tenter de se demander quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier au Sénégal, quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier en Guinée-Bissau, quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier au Mali. Je voudrais commencer par évacuer les questions qui se posent pour les deux premiers pays cités. Le Sénégal et la Guinée-Bissau font partie de la même organisation régionale que le Bénin du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani. Ce sont des pays de la CEDEAO comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Et de ce point de vue, on peut considérer comme tout naturel qu'un président nouvellement installé à la tête d'un pays de la CEDEAO aille saluer ses pairs, PAIRS, de la CEDEAO. Donc l'événement politique de ce deuxième grand déplacement du président béninois, ce n'est pas le fait qu'il soit allé en Guinée-Bissau ou au Sénégal. Globalement, on sait ce qui se passe en Guinée-Bissau. Le général Hortan Tam, qui a fait le coup d'État pro-français et en complicité avec l'ancien potentat du lieu, Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi. Le général Hortan Tam n'a rien de nouveau à apprendre à Kossi Mboueke Romuald Ouadani, le président béninois. On sait que c'est un général d'opérette qui a été fabriqué par la France-Afrique pour bloquer le processus populaire, le processus d'expression populaire du peuple bissau-guinéen. Et d'ailleurs, on sait que c'est le PAIGC, Parti de l'Indépendance, de Domingo Simoes Pereira, qui avait gagné. Et que c'est un coup d'État france-africain et même sénégalais qui a permis l'inversion du score des résultats et l'installation d'un général d'opérette à la solde de la France-Afrique, Hortan Tam, à la tête de la Guinée-Bissau. Ça, c'est un fait. C'est un fait scientifique incontestable. Nous avons tous vécu cet épisode ici. Donc, je ne pense pas que le président béninois aille découvrir quelque chose de particulier du côté de la Guinée-Bissau. Il sait à quelle sauce les Bissau-Guinéens sont mangés. Quant au voyage au Sénégal, qui est un pays membre de la CEDEAO, un membre important de la CEDEAO, tout naturellement, c'est un voyage tout aussi classique. Et puis, dans la scène politique sénégalaise actuellement, il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Il n'y est pas allé à la découverte d'un Sénégal qui se porterait au mieux. Tout le monde voit bien la tension qu'il y a entre le président de la République au Sénégal et le président de l'Assemblée nationale, notamment depuis que l'actuel président de la République a décidé d'abandonner le programme de PASTEF au nom duquel il a été élu et de larguer celui qu'il a porté au pouvoir et qui lui a cédé sa candidature, à savoir le président de l'Assemblée nationale, président de PASTEF, Ousmane Sonko. Donc je ne pense pas que le président Kossi Mboueke Romuald Ouadani soit non plus allé au Sénégal à la rencontre de nouveautés, de réalités nouvelles. Je ne pense pas que c'était un voyage politiquement très stimulant pour lui. Je pense que c'était un voyage plutôt classique. Ce qui est très différent, y compris même d'un voyage en Côte d'Ivoire, c'est le déplacement du président béninois ici à Bamako, au Mali. Il est venu rencontrer le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Or, tout le monde sait que le président Assimi Goïta, dans cette sous-région, n'est pas n'importe qui. Il est le président du pays qui héberge la charte de l'Alliance des États du Sahel, celle qui a mis fin à la suprématie de la CEDEAO sur l'Afrique de l'Ouest. Il est le président du pays qui a, en tant que pionnier, ouvert le chemin de la révolution panafricaniste ouest-africaine de ce siècle.
car le président Assimi Goïta est à la tête du pays qui a délogé en premier, dans cette séquence historique singulière, les troupes néocolonialistes françaises. Par la suite, les troupes impérialistes de l'ONU, les troupes impérialistes de l'Union européenne. Et c'est le président Assimi Goïta et ses compagnons de la révolution du Mali Koura et du Conseil national de transition du Mali qui ont inspiré positivement le Burkina Faso et le Niger, afin que ceux-ci accomplissent à leur tour le changement radical de la stratégie de lutte contre le terrorisme et engagent la marche vers la souveraineté réelle de l'Afrique dite francophone, qui a été suspendue depuis l'escroquerie des soi-disant accords de coopération de défense, accords culturels, etc., et pseudo-indépendance des années 60, traficotés, truqués, piégés par le néocolonialisme français, à travers notamment ces grands architectes que furent le général Charles de Gaulle et son homme de main, Jacques Foccart. Donc, que ce soit au Bénin, ou dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique continentale et dans toutes les diasporas, et même pour tous les observateurs de tous les continents, des déplacements et du positionnement du nouveau président béninois, la visite qui était la plus attendue, des 3 visites que je viens d'évoquer, c'est la visite ici au Mali. Car il y a une 3e raison. Le président Assimi Goïta ayant été, comme je l'ai rappelé, le premier président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, prendre langue avec lui est déterminant dans l'amélioration des relations bilatérales et même multilatérales du Bénin avec son grand voisin le Niger, son voisin le Burkina Faso et par extension le Mali, qui nécessairement est dès lors son partenaire. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que nous devons en particulier scruter dans la visite du président Ouadani ici à Bamako? À mon avis, nous avons 3 choses à essayer de comprendre. Nous devons nous efforcer de lire entre les lignes de toutes les déclarations qui ont été faites de part et d'autre ici à Bamako, lors du passage du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani, nouveau président béninois. Premièrement, il est venu dans le pays qui a entièrement révisé la doctrine de la lutte antiterroriste. C'est le Mali qui, le premier, a montré que on ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique en s'appuyant sur les puissances qui l'ont installé. Quelles sont les puissances qui ont installé le terrorisme en Afrique? Ce sont les puissances de l'OTAN. Celles qui ont saccagé la Libye et assassiné Kadhafi en 2011, dont notamment les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron. Quelles sont les puissances qui déstabilisent le Sahel? Ce sont les puissances qui précisément ont créé les 2 principales organisations terroristes sahéliennes qu'on retrouve dans le golfe de Guinée et maintenant dans le bassin du Zambèze et jusqu'aux portes de l'Afrique du Sud. Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les services américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et l'État islamique, organisation de mercenaires terroristes créée par les mêmes services américains sous l'administration Obama-Clinton, nous a ouvertement révélé l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient qui ne veulent pas céder leur pétrole gratis aux Occidentaux, leur gaz, leurs ressources naturelles. Ça a été le cas de l'Irak, ça a été le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban et c'est le cas de la Palestine, c'est le cas de l'Iran. Ces pays sont attaqués par la coalition occidentale pour les dépouiller et on a créé l'État islamique pour déstabiliser les pays que l'Occident militaro-politique veut dépouiller. C'est le même groupe qui ont opéré donc en Afrique du Nord, notamment donc en Libye. On les a retrouvés à un moment donné d'ailleurs en Algérie, puis progressivement ils sont descendus de la Libye et de l'Algérie notamment vers le Sahel qu'ils ont envahi sous la bienveillance de leurs protecteurs, ceux qui leur donnent des armes, ceux qui leur donnent du renseignement satellitaire, ceux qui leur donnent des munitions, ceux qui leur donnent même de temps en temps des otages pour pouvoir bien les financer, ceux qui leur assurent une grande couverture médiatique et maintenant qui leur donnent même une couverture diplomatique
et puis qui les aide à formuler une espèce de cohérence bricolée, une idéologie bizarre qui désormais s'appelle l'islamisme soi-disant chrétien, mais en fait un islamisme crétin. Le Mali est le pays qui a remis en cause la doctrine de la lutte antiterroriste en disant « Nous ne pouvons pas combattre Al-Qaïda et l'État islamique en nous faisant aider par l'OTAN, par l'Union européenne, par la France. Car ces pays-là sont les parrains des groupes terroristes qui nous attaquent. Le soi-disant MNLA, qui est devenu le FLA, le JNIM, le GSIM, tout ça, ce sont des mercenaires de l'OTAN, des alliés de l'OTAN qui sont au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ce sont les mercenaires de la France qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina Faso, le Niger, et par la suite le Togo, même la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun. Ce sont eux qui attaquent dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui attaquent dans la région de Cabora-Bassa, eh bien, au Mozambique. Et ce sont eux qui attaquent bientôt l'Afrique du Sud qu'ils veulent dépecer en y provoquant artificiellement un conflit génocidaire interafricain. C'est la manipulation de toute l'Afrique par la coalition occidentale qui est la principale source des conflits que nous connaissons. Ce sont des conflits instrumentaux, utilisés selon la méthode de l'ordre par le chaos, ces conflits permettant aux puissances occidentales de se rendre indispensables, et une fois qu'elles se rendent indispensables, de mettre la main sur les régimes politiques, mettre la main sur les ressources, et le tour est joué, satisfaire leurs problèmes fondamentaux, la pauvreté de leurs terres et l'angoisse existentielle qui en résulte. La question qu'on doit donc se poser, c'est lorsque le président Kossi Mbweke, Romuald Wadani du Bénin, vient rencontrer le cerveau initial sur le plan politique de cette révolution panafricaine, est-ce que les explications que le président Assimi Goïta donne à son frère, le président Kossi Mbweke Romuald Wadani, lui permettent de comprendre que la stratégie de lutte antiterroriste que le Bénin a choisie ne peut pas être poursuivie sans que ce ne soit là une trahison supplémentaire du peuple béninois. Donc on doit être attentif au fait que le séjour du président béninois, eh bien, à Bamako, a-t-il eu l'effet que la vérité, la justice et la solidarité, l'effet que la Mahat a sur l'esprit humain, lorsque l'esprit humain entre en contact avec la vérité, la justice et la solidarité, il reçoit une lumière, certes éblouissante, mais à partir de laquelle il peut, comme le dit Platon, dans la célèbre allégorie de la caverne, commencer à voir progressivement jusqu'à parvenir à l'objectivité du jugement. On a vu d'autres dirigeants africains connaître leur chemin de Damas. C'est lorsqu'une délégation de l'armée nigérienne, alors dirigée par celui qui était le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général d'armée Salifou Modi, est venue au Mali, quand elle a été briefée par les dirigeants maliens sur les enjeux de la lutte antiterroriste, c'est cette délégation de l'armée nigérienne venue rencontrer le président Assimi Goïta et par la suite rencontrer le président Ibrahim Traoré à Ouagadougou. C'est cette délégation de l'armée nigérienne qui a constitué le noyau de la révolution nigérienne. Parce qu'ils sont venus discuter avec leurs frères au Mali, que le président Assimi Goïta leur a exposé carte sur table toutes les preuves irréfutables de la nature profonde de la déstabilisation que le continent subissait, que ses frères d'armes du Burkina Faso et du Niger ont dit très bien. Ce que vous dites, nous l'avons vérifié chez nous, au Burkina. Les Nigériens ont dit, ce que vous dites, nous l'avons vérifié chez nous, au Niger. Donc, votre révolution et la nôtre ont le même but. Rendre sa souveraineté à notre peuple. Nous devons nous unir, car nous avons le même objectif et la même compréhension. Est-ce que le président Kossi Mbweke, Romuald Wadani, va sortir de Bamako, un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, avant de rencontrer, eh bien,
le Christ sur le chemin de Damas, nous raconte la Bible chrétienne, Saint Paul ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saül. Et il était un persécuteur de ses propres frères. Mais quand il fit la rencontre du Fils suprême de Dieu, raconte le texte biblique, Saint Paul connut une conversion, un changement. Est-ce que Bamako sera le chemin de Damas? Eh bien, du président Kossim Boueke, Romuald Ouadani, voilà la question. Si Bamako, si Niamey, si Ouagadougou sont les chemins de Damas du président béninois, la décision qui va tomber dans les prochains jours, c'est l'appel au retrait total des troupes françaises du sol béninois. Nous avons un critère expérimental, scientifique, imparable. S'il a bien compris ce que les présidents Tiani, Traoré et Goïta lui ont expliqué, nous savons que la conséquence, c'est qu'il va signer le bon décret. Il va signer le bon décret. Et il sait que c'est ce qu'il a à faire. Marcher dans les pas du grand Mathieu Kérékou. Marcher dans les pas du roi Béhanzin. Marcher dans les pas du roi Glélé. Marcher dans les pas des Amazones du Dahomey. Le président Kossim Boueke, Romuald Ouadani, après avoir visité les 3 pays de l'AES, ne peut pas ne pas être confronté à cette question cruciale. Je continue à combattre les terroristes dans mon pays en me faisant aider par les puissances qui sont leurs parrains, ou je me sépare de cette puissance. Je m'unis à mes frères du Sahel et je combats le terrorisme. Voilà la question. Bien sûr, si on regarde les déclarations diplomatiques qui ont sanctionné la visite du président béninois à Bamako, on verra que ces déclarations sont toujours frappées du coin de la tournure. Mais on verra aussi, et c'est incontestable, j'ai déjà vu quelques déclarations qu'il y a eu, que la question centrale, c'est la compréhension des enjeux de la lutte antiterroriste, la question de la sécurité. Si la question de la sécurité est résolue, alors pourra être abordée sérieusement la seconde question qui se pose et qui s'impose. C'est la question de la coopération économique, non pas simplement des pays de l'AES en général et les pays de la CEDEAO, mais c'est la question de la réhabilitation potentielle du port de Cotonou. Le président Kossim Boueke Romuald Ouadani arrive au pouvoir avec un Bénin en chute libre. Pourquoi? Parce que la politique néocolonisée, la politique ostraciste, la politique agressive du président précédent Patrice Talon a vidé le port de Cotonou, a effondré une bonne partie du tissu économique béninois dont l'activité tournait autour justement de l'import-export des marchandises du Niger et potentiellement par là des marchandises du Burkina Faso et même des autres pays de la grande zone AES. Si la question sécuritaire est résolue, car elle est la clé, elle est le verrou de tout, le port de Cotonou peut retrouver, pas la totalité, mais au moins une partie importante de son chiffre d'affaires perdu dans les errances et les hérésies de Patrice Talon. Donc, le président Kossim Boueke Romuald Ouadani joue là le va-tout de la relève, du relèvement du port de Cotonou. Il joue là le va-tout de la remise en valeur de la position stratégique du Bénin comme porte d'entrée et de sortie des biens et des services par rapport au grand océan Atlantique. S'il rate la question sécuritaire, il va rater dans la foulée la question économique. Et s'il rate la question économique, il s'ensuit qu'il va être confronté dans la gestion du Bénin à une situation socio-économique tendue, qui, comme on le sait, est souvent le lit des troubles politiques. Donc, on attend de voir maintenant quel est le critère qui va nous permettre d'évaluer le déplacement idéologique, géopolitique ou géostratégique du nouveau président béninois, mais ce sont les évolutions de la commission mixte bénino-nigérienne ou nigéro-béninoise qui a été mise en place par les 2 chefs d'État. Les présidents Tiani et Ouadani se sont entendus pour se donner 15 jours, avec une commission mixte qui doit donner des recommandations
afin que soient levés tous les obstacles qui empêchent l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, et par conséquent, qui permettent de redésenclaver complètement le port de Cotonou par rapport au hinterland de l'AES. Si la commission mixte finit ses travaux dans les 15 jours, que ces recommandations consensuelles soient appliquées par les deux parties en tension et même en conflit larvé, ce sera un point fondamental pour une relecture de la relation entre le Bénin et le Burkina et de la relation entre le Bénin et le Mali. Il n'y a aucun doute qu'il y aura un effet domino positif si la commission mixte Bénin Bénin-Niger réussit ses travaux, si la frontière nigéro-béninoise est ouverte, je vois fleurir une coopération extrêmement riche, extrêmement positive entre le Bénin et tous les autres pays de l'AES. Enfin, il faut voir que le président Kossim Bouaké Romuald Wadani fait également cette visite pour arrondir les angles, pour apaiser l'environnement de son pays. Mais il faut constamment aussi l'observer sur un autre point. Jusqu'où pourra-t-il s'éloigner des fondamentaux de son prédécesseur et mentor et tuteur, qui dans le système politique béninois conserve encore un très grand pouvoir? Jusqu'où pourra-t-il s'en affranchir? Jusqu'où Patrice Talon, qui a modifié le système institutionnel, constitutionnel béninois pour se donner, à travers le Sénat, une position de force, jusqu'où Patrice Talon s'accommodera-t-il des innovations de son successeur? Pendant que le président Wadani fait ses gestes positifs d'apaisement, il doit surveiller, et il surveille en permanence, le satisfecit de son prédécesseur, qui, bien qu'ayant quitté, formellement le pouvoir, n'en conserve pas moins une très grande capacité d'action, voire de nuisance. Donc, le président béninois navigue entre deux forces. Le néocolonialisme, incarné par son prédécesseur, et dont il fut d'ailleurs lui-même le ministre, et le panafricanisme incarné par l'AES. L'Afrique tout entière observe le nouveau président béninois pour voir laquelle des deux forces l'emportera. Parce qu'il est impossible de tenir à moyen et à long terme dans le jeu qui consiste à vouloir à la fois satisfaire le néocolonialisme et le panafricanisme. La crise politique sénégalaise est là pour nous rappeler que ceux qui veulent jouer sur les deux tableaux finissent par se déchirer les fesses. Ceux qui veulent s'asseoir entre deux chaises finissent par laisser une fesse sur chacune des chaises. Comme le disait l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, le regretté Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On peut, quand on vient d'accéder au pouvoir, faire naître un grand espoir, celui de mener une politique qui réponde vraiment aux aspirations les plus populaires dans son peuple. Mais il y a des contraintes qui sont liées à la manière dont on est arrivé au pouvoir, qui sont liées aux personnes auxquelles on doit le pouvoir. Et j'ai commencé à observer des grincements de dents à Paris. La presse néocolonialiste française a commencé à mettre des coups de pioche, des coups de marteau, des coups de râteau dans le dos du nouveau président béninois. Il a commencé à recevoir de la part de la Macronie des avertissements sans frais. C'est-à-dire qu'au départ, on a pu dire c'est un super coup de bluff, il se la joue bien, laissons-le faire. Mais au fur et à mesure qu'il va aller maintenant dans l'action, imaginons par exemple un succès de la commission mixte bénino-nigérienne, aboutissant au départ complet des troupes françaises du sol béninois. Mais le jeu politique béninois va changer de nature. Donc nous sommes, nous autres, observateurs politiques, critiques et analystes de la chose politique, nous sommes très attentifs à la manière dont le nouveau président béninois va naviguer. Pendant combien de temps va-t-il se promener entre le néocolonialisme et le panafricanisme? À quel moment
il va devoir prendre la décision. Parce qu'il y a toujours une décision à prendre. À un moment donné, on est obligé d'être dans un camp. À un moment donné, quelques présidents malins qu'on soit, quelques rusés qu'on soit, on s'aligne derrière le néocolonialisme ou derrière le panafricanisme. Et on combat en unité, en union avec les siens. Moi, je ne crois pas en cette théorie politique selon laquelle on est l'ami de tout le monde. Aucun pays normalement dirigé ne peut être l'ami de tout le monde. La formule l'ami de tout le monde est une tromperie. Par exemple, on ne peut pas être l'ami des pays qui veulent détruire votre pays. On ne peut pas être l'ami des forces terroristes qui veulent mettre fin à votre république. Vous ne pouvez pas dire on est l'ami de tout le monde. Cette phrase-là, même les enfants de 3 ans n'y croient pas. Dès qu'un enfant est allé à l'école maternelle là, et qu'il s'est promené, il s'est promené dans la cour de récréation. Il sait que personne ne peut être l'ami de tout le monde. Personne, aucun être humain ne peut être l'ami de tout le monde. Et il y a toujours quelqu'un qui va te faire quelque chose, qui va faire que ce quelqu'un-là ne sera pas ton ami. En politique, c'est tout aussi vrai. On dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est-à-dire que c'est un jeu d'alliance qui permet à un État de peser en politique internationale. Et donc, il ne faut pas ici tomber dans un jeu de dupes, genre, le Bénin est l'ami de tout le monde. Il n'y a pas de pays ami de tout le monde. Les gens qui disent ça trompent l'opinion. Aucun pays n'est l'ami de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde n'est pas un pays. C'est une passoire. Un pays qui est l'ami de tout le monde, c'est une jungle. Chacun vient faire ce qu'il veut dedans. Vous avez compris? Qu'on ne vous trompe pas avec ces formules. Ah, nous sommes les amis de tout le monde. Tant pis pour celui qui y croit. D'abord, quand quelqu'un, un pays vous dit que lui, il est l'ami de tout le monde, c'est grave. C'est grave pour ceux qui y croient. Parce que ça, c'est un piège tendu à ceux qui y croient. Tous ceux qui ont un tant soit peu étudié la politique et l'histoire, savent qu'il n'y a pas de pays ami de tout le monde. Donc, est-ce que le président Ouadani, lui aussi, va commencer à nous dire que lui veut être l'ami de tout le monde? Ou que lui, il est sûr d'être l'ami de tout le monde? On comprendra qu'il s'est aligné derrière le néocolonialisme. Oui, celui qui est l'ami de tout le monde, c'est un menteur. Et les néocolonialistes, les impérialistes sont des menteurs fiefés. Des gros menteurs. Je me souviens d'une intervention de l'autocrate de mon pays natal, Biya Paul. On lui demande, mais il y a de plus en plus de marchés qui échappent à la France. C'est la presse française qui lui demandait ça. Il y a de plus en plus de marchés qui échappent à la France au Cameroun. Comment vous pouvez expliquer ça? Hein? Et le Cameroun est l'ami de tout le monde. On ne prend pas quelque chose à quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Chacun a sa place chez nous. Il disait ça aux journalistes français et il pensait même que certains d'entre eux pouvaient le croire. Ils l'ont regardé en disant, quel menteur. C'est nous qui l'avons vraiment formé. Quel menteur. Comment tu peux être l'ami de tout le monde? Est-ce que toi-même dans ta vie toi-même là, tu es l'ami de tout le monde? Dans ta famille là, est-ce que tu peux être l'ami de tout le monde? Ta famille élargie, tu peux être l'ami de tout le monde. Commençons par là. Tu as fait des établissements scolaires, tu étais l'ami de tout le monde. Tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans les administrations, tu étais l'ami de tout le monde. Et puis c'est en politique que ça va arriver comment? Même ceux qui nous ont été présentés par les principales religions comme des saints, ils n'étaient pas les amis de tout le monde. Et tout le monde ne les aimait pas. Donc il faut renoncer à ce mythe-là, être l'ami de tout le monde. Ce mythe-là, c'est la théorie de la prostitution politique. Seuls les prostituées politiques sont les amis de tout le monde. C'est du djandjouisme. Ce n'est pas de la politique au sens noble de service sacerdotal des intérêts suprêmes d'une nation, d'un peuple. Quand vous choisissez de servir votre peuple, vous aurez les ennemis que vous méritez. Les ennemis de votre peuple vont vous combattre. Ne soyez pas étonnés de cela. Si d'ailleurs on ne vous combat pas, sachez que vous n'êtes pas en train de défendre une juste cause. On ne combat dans ce monde que ceux qui défendent les justes causes. Quand vous défendez une juste cause, on vous combat. On vous combat. Les causes insignifiantes, les causes qui n'ont aucune valeur, on ne les combat pas. On combat ceux qui défendent les justes causes.
Et ceux qui défendent les justes causes combattent ceux qui empêchent les justes causes. C'est autour des justes causes que le combat a lieu. C'est autour de la lumière que les ténèbres se révèlent. Et il n'y a pas de ténèbres sans lumière. Mais il y a lumière sans ténèbres. Voilà. Donc il ne faut pas que les gens tombent dans deux travers, je conclus par là. Avec les déplacements du président Ouadani, il y a deux travers qui nous guettent. Premier travers, on tombe dans le Ouadani optimisme. Oh, c'est un président. Oh, il est intelligent. Oh, il est brillant. Oh, il est sage. Ce n'est que le commencement. Comme je l'avais dit, accordons-lui le bénéfice du doute. Observons-le. Voyons-le agir. Deuxième travers, ah non, de toutes les façons, il n'y a rien de bon à attendre de Ouadani. C'est un pur produit de la France-Afrique. Il n'y a rien de bon. Ça aussi, ce n'est pas bien. La critique politique ne nous donne pas le droit d'empêcher les êtres humains de changer. On connaît l'histoire de dirigeants politiques qui, lorsqu'ils se sont mis à exercer le pouvoir, se sont dévoués à leur peuple et ont renoncé à des positions qu'ils avaient avant. Ça existe en politique. Donc il faut lui laisser nous montrer où il va. Mais on ne va pas le laisser, il faut le laisser nous montrer où il va, mais on ne va pas le laisser tout le temps, on ne va pas le laisser pendant 5 ans nous montrer où il va. En réalité, il a un semestre là, il a 3 mois, un semestre pour nous montrer ses couleurs. Il a 3 mois à 6 mois maximum pour nous montrer ses couleurs. Après quoi on saura s'il s'est aligné complètement et pour toujours, tout naturellement dans le bloc néocolonialiste dont il vient, ou s'il a fait un pas vers le panafricanisme, et si ce pas est décisif. On le saura. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, c'est en tout cas une bonne initiative du président béninois de venir saluer ses homologues voisins, et cela consacre le retour en puissance dans la sphère diplomatique. Cela consacre la reconnaissance maximale de l'Alliance des États du Sahel. De toutes les façons, la politique ici au Sahel, la politique en Afrique de l'Ouest, au sens noble du terme, ce sont les Sahéliens qui la font. On sait que tous les autres là sont des détaillants de la politique néocolonialiste française. Voilà la vérité. Des détaillants de l'impérialisme occidental. Je lisais tout à l'heure, en discutant avec une spécialiste, je lisais tout à l'heure la littérature sur le fonctionnement des institutions africaines. Qu'est-ce que j'étais étonné? 77%. On parle de 77% du financement de l'Union africaine. 77% du financement de l'Union africaine qui viennent de l'étranger. Mais comment on peut appeler même cette organisation Union africaine? Comment on fait même pour appeler ça Union africaine? Et c'est de cette maladie que souffre la CEDEAO. Et ce sont ces maladies héréditaires, chroniques, que l'Alliance des États du Sahel a refusées. Et contre lesquelles elle est née, pour montrer le chemin de la vraie souveraineté africaine. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel et que la lutte continue pour la souveraineté réelle dans ce continent. Voilà mes chers amis, les réflexions que je voulais vous proposer. À propos de la visite du président Kossim Boueke Romuald Ouadani en terre bénie africaine du Mali. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci infiniment. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous.